Le oui l'a emporté. La nouvelle constitution de Côte d'Ivoire a été adoptée à 93,42% du suffrage exprimé à l'issue du scrutin référendaire du dimanche 30 octobre pour un taux de participation de 42,42%. Nous en parlerons au tout début de ce journal. Nous sommes le 2 novembre et c'est la célébration des morts pour des messes. Par des messes ici en Côte d'Ivoire, hier, les parents et connaissances des défunts se sont rendus dans les cimetières pour nettoyer et déposer des gerbes de fleurs sur les tombes de leurs proches. À 6 jours de la présidentielle américaine, Donald Trump espère profiter jusqu'au bout de l'affaire des emails de la collaboratrice d'Hillary Clinton. Avec son colistier, il est revenu aux fondamentaux de leur campagne, notamment la construction d'un mur à la frontière sud des États-Unis. Voilà pour les titres. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Je vous le disais en titre, la nouvelle constitution créant la Troisième République de la Côte d'Ivoire a été adoptée lors du référendum du dimanche 30 octobre. Adoption à 93,42% des suffrages exprimés pour un taux de participation de 42,42%, tandis que l'opposition avait appelé à un boycott de ce scrutin. Ce nouveau texte constitutionnel prévoit, je le rappelle, la création d'un poste de vice-président, d'un Sénat, rend l'école obligatoire pour tous et assouplit les règles d'éligibilité d'un candidat à la présidentielle. Michel Digré. Chers frères et sœurs, le dimanche 30 octobre 2016, les Ivoiriens se sont rendus aux urnes dans le cadre du scrutin référendaire organisé en vue de l'adoption de la nouvelle Constitution. Comme chacun a pu le constater, le scrutin s'est déroulé dans un environnement globalement apaisé sur l'ensemble du territoire. En cet instant solennel, permettez-moi d'adresser à chacune et à chacun d'entre vous mes chaleureux remerciements pour l'esprit de discipline dont ont fait preuve la majeure partie de nos compatriotes lors de la campagne électorale ainsi qu'au cours de la journée du dimanche 30 octobre. Nos remerciements s'adressent aussi aux forces en charge de la sécurité nationale, police, gendarmerie, forces républicaines de Côte d'Ivoire, pour les efforts qu'elles n'ont cessé de déployer à nos côtés depuis le début de la mise en place de la logistique dans nos entrepôts, suivi de leur déploiement jusqu'à la clôture du scrutin. Tout en exprimant ces vifs regrets pour quelques malheureux actes de vandalisme relevés dans certaines localités, la Commission électorale indépendante tient à saluer l'appui des forces de sécurité qui ont fait preuve d'une grande maîtrise, laquelle a permis de préserver l'essentiel et surtout de sauver les vies humaines. Chers frères et sœurs, depuis la fermeture des bureaux de vote, suivie du dépouillement des votes et de la compilation des résultats dans les commissions locales disséminées sur toute l'étendue du territoire et dans 13 pays à l'étranger, les agents électoraux ont, conformément au mode opératoire retenu par la commission centrale de notre institution, procédé à la transmission des résultats à notre siège à Abidjan. C'est ainsi qu'après la consolidation et la vérification de ceux-ci, je suis à présent en mesure de vous livrer les résultats recueillis. Nombre d'inscrits, 6 313 758. Nombre de votants, 2 678 601. Suffrages exprimés, 2 655 001. Nombre de bulletins nuls, 15
234. Nombre de bulletins blancs, 8 366. Taux de participation, 42,42%. Pour le oui, 2 480 287 voix, soit 93,42%. Pour le non, 174 714 voix, soit 6,58%. La Commission électorale indépendante s'emploie à transmettre au Conseil constitutionnel l'ensemble des procès-verbaux de dépouillement des votes accompagnés des pièces justificatives à mesure de leur arrivée au siège de l'institution. Il appartient, conformément à la loi, à cette juridiction de proclamer les résultats définitifs du scrutin. C'est le lieu d'indiquer que pour le présent scrutin, sur les 19 pays où nos compatriotes de la diaspora figurent sur la liste électorale, la Commission électorale indépendante n'en a retenu que 13 en raison de l'importance relative de notre population électorale dans ces pays. Ainsi donc, le nombre d'électeurs qui s'est trouvé concerné par l'actuel scrutin a été de 6 313 758 au lieu de 6 318 311 actuellement inscrits sur la liste électorale. Chers frères et sœurs, exactement un an après l'élection présidentielle d'octobre 2015, la tenue de ce référendum dans des conditions globalement apaisées vient témoigner, s'il en était besoin, de notre volonté commune de vivre ensemble dans une nation forte, pacifique et stable. Au terme de ce processus, la Commission électorale indépendante voudrait par ma voix adresser son infinie gratitude au gouvernement, au corps préfectoral, ainsi qu'à tous nos partenaires dont elle a bénéficié de l'appui au cours de l'organisation de ce scrutin. Elle félicite aussi tous nos compatriotes pour leur comportement responsable. Je vous remercie. Le scrutin référendaire a été supervisé, entre autres, par les observateurs du Conseil de l'Entente. On écoute la déclaration de leur porte-parole. Référendum constitutionnel du 30 octobre 2016 en Côte d'Ivoire. L'équipe du Conseil de l'Entente a noté au cours de sa mission que la CEI a mis en place l'organisation et la logistique nécessaires pour garantir la régularité et la transparence du scrutin référendaire. Les observateurs du Conseil de l'Entente ont ainsi constaté une amélioration du processus électoral par rapport au précédent scrutin, notamment en ce qui concerne l'utilisation des tablettes biométriques, le déploiement du matériel, la bonne maîtrise des opérations de vote par les agents de bureaux de vote et l'ouverture ponctuelle des lieux et bureaux de vote. La mission du Conseil de l'Entente a relevé cependant une faible affluence dans les lieux de vote, même si elle a constaté une légère amélioration dans l'après-midi du jour du scrutin. Les observateurs ont noté avec satisfaction le bon déroulement du scrutin dans les localités et bureaux visités.
Nous sommes le 2 novembre 2016 et pour l'Église catholique, le 2 novembre correspond à la commémoration des fidèles défunts, célébration des morts par des messes. Ici, en Côte d'Ivoire, les parents, amis et connaissances des défunts ont anticipé sur la célébration. Hier, à l'occasion de la Toussaint, ils se sont rendus nombreux dans les cimetières pour nettoyer et déposer des gerbes de fleurs sur les tombes de leurs proches. Le constat de notre équipe de reportage qui s'est rendue au cimetière de Williamsville. Cimetière de Williamsville, mardi 1er novembre. Ces personnes ne sont pas venues à un enterrement. Elles sont plutôt là pour déposer des gerbes de fleurs à la mémoire de leurs parents disparus. Une manière pour elles de coller à l'actualité ce 2 novembre, consacré à la célébration des défunts. Mon fils est décédé, le jour me rappelle tout ce que j'ai pu faire avec lui, tout le temps qui m'a manqué. Et donc je viens là pour dire, pour prier, pour que son âme repose en paix. Dame Andy Anne a perdu sa mère et son fils le même jour. Elle a une manière particulière d'honorer ses parents disparus. Chaque année, on met poudre, on met parfum. Pour eux aussi, ils sont bons, ils mettent poudre sur. C'est à cause de ça que je suis venu avec le parfum et poudre pour verser sur et dire à mon fils et puis à ma maman de prier pour nous. Un jour douloureux pour toutes ces personnes venues se recueillir. C'est un jour de souvenir. On vient pour remettre un peu de l'ordre pour qu'ils soient aussi dans la propriété parce qu'on ne les oublie pas. Pour Mireille et Sarah, ce jour leur rappelle leur grand-mère. Elle prie pour le repos de son âme. Elle est morte vraiment aujourd'hui, ça fait vraiment 1 an. Ça nous fait mal parce qu'on ne peut plus la voir, on ne peut plus lui parler. Mais quand même, on est venu au cimetière aujourd'hui pour lui rendre hommage, déposer les fleurs. En tout cas, quand il vient ici, je me rappelle des bons moments. Donc je suis venue sur sa tombe, lui déposer des fleurs, en même temps prier pour qu'elle prie aussi pour nous, pour qu'on puisse être en paix, que la paix règne. Rappelons que les premiers chrétiens de l'Antiquité pratiquaient déjà la veillée des morts, à l'image des Juifs. Plus tard, des prières et des messes ont été dites en mémoire de l'âme des défunts. Ce mercredi 2 novembre également est célébrée la 3e journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. Une date choisie en la mémoire de Ghislaine Dupont et Claude Verlon, journalistes de RFI assassinés à Kidal au Mali en 2013. Une journée en l'honneur de tous les travailleurs de l'information qui risquent leur vie pour faire leur métier malgré la censure et la guerre. Simone Gbagbo devrait comparaître ce matin devant la cour d'assises d'Abidjan où elle est poursuivie pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Ses avocats avaient conditionné la poursuite de leur assistance à l'ex-première dame par les témoignages des ministres et chefs militaires impliqués dans la crise post-électorale. Toutefois, Maître Rodrigue Dadje a confirmé la présence de la défense à l'audience d'aujourd'hui. Que faire après des études de droit? Quel débouché à l'issue d'une licence ou d'un master en droit? C'est pour répondre à ces interrogations que ProJustice, le programme pour le renforcement du système judiciaire en Côte d'Ivoire, a organisé récemment une journée carrière à l'université Peleforo Gonkoulibaly de Korogo. À cette occasion, la meilleure étudiante en droit a été récompensée. Honorine Nanyigori pour en savoir plus. Des professionnels du droit étaient présents à cette journée carrière à Korogo. Il s'agit de Atokwa Kwasi, avocate près la Cour suprême et du président de la section ivoirienne d'avocats sans frontières. À l'initiative du programme pour le renforcement du système judiciaire en Côte d'Ivoire, ProJustice, ces sommités des professions judiciaires et juridiques sont allées entretenir les étudiants en droit de l'université Peleforo Gonkoulibaly des possibilités qui s'offrent à eux, afin de les aider à s'orienter après leurs études. Une opportunité de parler avec les professionnels de ces différentes professions afin d'obtenir d'eux des renseignements sur le déroulement de la carrière. Cette journée carrière a été marquée par la distinction de Awa Kone, meilleure étudiante en droit de l'université. Âgée de 22 ans, elle est inscrite en Master 1 de droit privé carrière affaires. Elle est passée en Master avec plus de 14 sur 20 de moyenne, ce qui lui a valu la mention bien. Cette journée carrière est une aubaine pour l'étudiante. Nous les étudiants, nous avons vraiment besoin de ces genres de journées-là, car ça nous renseigne, ça nous donne des informations sur nos choix de carrière et de profit dans l'avenir.
Elle a reçu un ordinateur portable et une enveloppe. Un encouragement qui vise à motiver les autres étudiants à de meilleurs rendements. À Korogo, toujours cette fois dans le domaine militaire, une réhabilitation d'un montant de 20 millions de francs CFA et un équipement estimé à plus de 22 millions de francs CFA, soit un coût global de plus de 42 millions. C'est la valeur du nouveau centre opérationnel interarmé de Korogo, bâtiment octroyé par l'ONUCI aux forces de sécurité et de défense ivoiriennes. Il a été inauguré en présence du préfet de région et des autorités militaires. C'est un centre opérationnel équipé à la pointe de la technologie et capable de servir aux forces ivoiriennes pour une gestion efficiente des crises. C'est le fruit de la coopération entre la force de l'ONUCI et les forces de sécurité et de défense ivoiriennes. Un transfert des compétences acquises par l'ONUCI à l'armée ivoirienne se fera de manière progressive jusqu'à la fin du mandat des Nations Unies en Côte d'Ivoire en avril 2017. Ce projet réalisé en 2 mois permettra aux forces de sécurité et de défense d'accroître leur capacité opérationnelle dans la région du Poro. Daouda Ouattara, le préfet de région, a salué l'implication de l'ONUCI dans la professionnalisation de l'armée ivoirienne. Une implication qui se traduit par l'entraînement, la formation et aujourd'hui l'équipement des forces ivoiriennes. Puis il ajoute que ce centre viendra à coup sûr renforcer les moyens de lutte contre le grand banditisme, le terrorisme et les grandes catastrophes dans la région nord du pays. Ce centre opérationnel, le 4e mis sur pied par l'ONUCI au profit des forces de sécurité et de défense ivoiriennes, sera utilisé pour la période du scrutin référendaire. Et il a été utilisé pour la période du scrutin référendaire. Ouvrons maintenant la page santé de ce journal. Et c'est à Sinematiali que nous nous rendons, précisément à Bawakaha, où la fondation Petrosi a réalisé une maternité et offert une ambulance. C'est un don de la première dame, Dominique Ouattara. La cérémonie d'inauguration de la formation sanitaire et de remise de l'ambulance a eu lieu samedi dernier en présence du ministre d'État Amadou Gon Coulibaly, secrétaire général de la présidence de la République. Bawaka, c'est dans le département de Sinematiali. La mise en place des infrastructures de base est en marche dans cette localité. Après l'électricité, une maternité vient d'être construite par la Fondation Petrosi. Mais bien avant la réalisation de cette formation sanitaire, Bawaka a bénéficié d'un château d'eau, don du président de la République, Alassane Ouattara. On ne sait quoi dire pour exprimer notre joie. Une maternité, un château d'eau, l'origine est la même. C'est le président de la République, Alassane Ouattara, qui donne. Il donne à l'ensemble de la population. C'est pour toute la Côte d'Ivoire. Celui qui passe à Bawaka boit de l'eau. Mais ce n'est pas tout. La première dame, Mme Dominique Ouattara, vient également de renforcer l'action de développement de son époux par une ambulance offerte au centre de santé de la dite localité. Pour l'inauguration et la remise officielle de cette ambulance, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, Amadou Gon, s'est fait accompagner par les autorités locales, les cadres et les doyens des cadres, dont Laurent Donafologo et Thiemo Koyade. Amadou Gon invite les femmes à fréquenter la maternité. Les équipements de cette maternité ont été offerts par le conseil régional de la région du Poro. Et nous nous réjouissons donc de ce que cette maternité soit aujourd'hui opérationnelle. Cela tombe bien et ça montre bien à quel point la préoccupation relative aux femmes et aux enfants est une préoccupation qui touche tout le monde, que ce soit au niveau de l'État, avec le gouvernement, le président de la République, mais aussi au niveau de notamment la première dame, qui, comme vous le savez, a fait de la question de la mère et de l'enfant une priorité de l'action de la Fondation Children of Africa. En tout cas, nous sommes très heureux de venir remettre tous ces équipements aux populations de Bawaka. Une visite guidée de la maternité a ponctué la cérémonie.
Reportage signé Charles Tatou, notre confrère de RTI Boaké. Si vos yeux sont rouges et larmoyants, vous avez probablement la conjonctivite que l'on appelle communément l'Apollo. Si vous l'avez, allez donc voir immédiatement un médecin car l'inflammation des yeux ne doit pas être négligée car des complications peuvent survenir et endommager la vision. La conjonctivite est-elle contagieuse? Comment peut-on l'éviter? Élément de réponse maintenant dans ce reportage signé Ami Sissoko. Des yeux rouges et larmoyants, une sensation de sable sous les paupières, des démangeaisons, des paupières collées au réveil. Voilà quelques-uns des symptômes de la conjonctivite, communément appelée Apollo. Cette maladie des yeux sévit actuellement dans le district d'Abidjan. On appelle conjonctivite l'atteinte inflammatoire de la conjonctive. La conjonctive étant donc cette membrane qui tapisse la surface du globe oculaire dans sa partie blanchâtre visible, mais aussi la partie postérieure des paupières. Certaines infections, certains germes, ces germes-là, ça peut être des virus, ça peut être des bactéries, peuvent entraîner des conjonctivites. Certains produits que nous utilisons au quotidien, cosmétiques, certains agents chimiques peuvent attaquer l'œil et entraîner une conjonctivite. La poussière peut intervenir dans le sens d'aggraver une réaction allergique au niveau de la muqueuse conjonctivale et être à l'origine de la conjonctivite. Il existe plusieurs types de conjonctivite. La conjonctivite bactérienne, allergique, chimique et virale pour les plus connus. Celle qui sévit actuellement est la conjonctivite virale. Essentiellement, deux virus sont mis en cause, les entérobactéries et les adénovirus. Nous avons constaté depuis ces 2 derniers mois un nombre croissant de patients atteints de conjonctivite présumée d'origine virale, des patients venant des collectivités scolaires principalement, mais aussi d'adultes. Et ce nombre est de plus en plus croissant, tendant vers un mode épidémique. Au CHU de Treichville, pour cette dernière semaine, on peut estimer à un patient sur 20 qui est donc atteint. La conjonctivite virale est très contagieuse. La contamination se fait par les contacts humains. Principale source de contamination, les mains. J'ai été contaminée par un de mes camarades. Il avait la conjonctivite et il a frotté ses yeux. Et après, il a attrapé une bic qu'il m'a donnée et que j'ai utilisée. J'ai frotté mes yeux aussi. C'est comme ça que j'ai eu. Chaque fois que nous sommes amenés à toucher un objet qui est touché par un malade qui a déjà la conjonctivite, nous sommes susceptibles d'être contaminés par ce transfert-là. Il faut éviter de se toucher les yeux, aussi bien pour le malade que pour son entourage. La conjonctivite virale est même l'une des causes d'absentéisme en milieu scolaire. Oui, il m'a été donné de constater de nombreux cas de conjonctivite au sein de l'établissement, chez les élèves comme chez certains professeurs. Celui qui est infecté ne peut pas venir à l'école au risque de contaminer les autres. Donc il va bénéficier de 4 à 5 jours de repos médical. Bon, au niveau de l'enseignant aussi c'est la même chose et ça pose d'énormes problèmes au niveau du quantum horaire. Ça m'empêche de travailler, je n'arrive pas à bien voir, je peux même pas... Bon, au volant, mais je ne vois pas bien. Donc, je vais même emprunter un taxi pour venir au travail. Maladie bénigne, à condition qu'elle soit vite et bien traitée par les ophtalmologistes. Elle peut se compliquer en cas d'automédication, d'utilisation de substances telles que le sucre, le sel ou le citron dans les yeux. Il y a eu une épidémie chez moi, en fait, mais j'utilise ce sel-là pour guérir mes enfants. Oui, il n'y a même pas 2 semaines cela. Ce n'est pas agressif. C'est justement ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est d'utiliser du sucre, du sel, du citron, comme on le voit parfois, pour traiter une conjonctivite. Il faut simplement utiliser de l'eau. De l'eau pour laver les yeux matin, midi et soir, en attendant de rencontrer l'ophtalmologiste. En cas de mauvais traitement de conjonctivite, notamment de conjonctivite virale, l'évolution peut entraîner des kératites, c'est l'atteinte inflammatoire de la cornée, et des kératites, des ulcérations, des sortes de plaies à la surface de l'œil. Ces complications peuvent être graves et aboutir à la perte de la vue. Dès les premiers symptômes, il est donc impératif de consulter un spécialiste. À la prise en charge médicale s'ajoutent des précautions. Si la contamination vient d'un enfant en milieu scolaire, c'est l'éviction scolaire pour au moins 1 à 2 semaines. En milieu professionnel, évidemment, il faut également envisager un arrêt de l'activité professionnelle
le temps de la contagiosité, 1 à 2 semaines environ. 4 à 5 jours me paraît limite, voire insuffisant, étant entendu que 2 semaines après, le virus est encore retrouvé dans les larmes et le patient est contagieux. Le gel pourrait être insuffisant, parce qu'il s'agit des virus qui ne sont pas détruits par les gels que nous avons, pour la plupart du temps. Donc, il faut se laver les mains au savon et à l'eau et éviter de serrer la main des autres. Il faut éviter le contact trop rapproché, notamment les bises. L'autre contamination est d'éliminer la propagation de la conjonctivite, surtout de garder ses yeux sains. À Grand-Bassam, à une 50aine de kilomètres d'Abidjan, les membres de la Commission nationale du mécanisme africain d'évaluation par les pairs étaient réunis le week-end dernier en atelier. Un atelier organisé par la Commission en collaboration avec le secrétariat national au renforcement des capacités. L'objectif était de s'approprier le plan stratégique 2016-2020. Au terme des travaux, une dizaine de recommandations ont été faites. On en parle avec Herman Niamier. 3 jours de réflexion aux membres de la Commission nationale du mécanisme africain d'évaluation par les pairs CNMAEP pour se doter d'un plan stratégique 2016-2020. Il s'agissait pour le président de cette structure, Bernard Konan, les membres de la Commission nationale et les parties prenantes en collaboration avec le secrétariat national au renforcement des capacités, d'échanger afin de faire des propositions à même de favoriser la bonne gouvernance. Au terme des travaux, une dizaine de recommandations ont été faites en vue de permettre à la CNMAEP de remplir ses objectifs. Entre autres, amener les pays membres à adopter des lois politiques, normes et pratiques conformes aux principes de la Déclaration sur la démocratie, la gouvernance politique, économique et des entreprises. Ces recommandations portent essentiellement sur l'intégration du genre au niveau des indicateurs d'identification, des parties prenantes au processus MAEP, la désignation des points focaux au sein des parties identifiées, de même que leur élargissement aux collectivités territoriales, aux chefs traditionnels et aux mutuelles. Le ministère de l'Éducation nationale, à travers sa direction des affaires financières en charge des kits et des manuels scolaires, a remis récemment des kits aux inspections primaires de Bédiala et de Daloa, donc pour permettre aux bénéficiaires d'avoir accès à une éducation de qualité. Grace Kando, reportage. Plus de 270 000 kits scolaires mis à la disposition de l'enseignement primaire de Bédiala. L'initiative est de la direction des affaires financières en charge des kits, des manuels scolaires et des mallettes pédagogiques du ministère de l'Éducation nationale. Ces kits ont été répartis entre la direction régionale de Daloa et les localités d'Issia, Ibogué et Sayoua. Ces ouvrages permettront à ces élèves bénéficiaires d'avoir accès à une éducation de qualité. L'action qui a été posée vise à aider tous les enfants de ce pays, y compris ceux de cette région, à bénéficier d'une égalité de chances de réussite à l'école. Cette année, c'est près de 3 494 924 kits scolaires qui seront distribués gracieusement aux enfants de Côte d'Ivoire. Toute cette quantité de kits scolaires nous a coûté près de 9 500 millions. Il faut en prendre vraiment soin. Autre fait marquant, la remise de clés de la cantine scolaire de Konzia et du groupe scolaire de Gouriani, entièrement réhabilité. Coût 120 millions de francs CFA. Ces initiatives ont été saluées par les bénéficiaires. Ils ont pris l'engagement d'en faire un bon usage. Occasion aussi mise à profit par les responsables de l'Éducation nationale pour exhorter enseignants et élèves à s'approprier les cours de mercredi. La Côte d'Ivoire, encore et toujours numéro 1 dans la production de cacao, et cela malgré une baisse de 12% de sa production en 2016. Selon le directeur exécutif de l'Organisation internationale du cacao, ce leadership ne risque pas d'être menacé de sitôt. Il l'a réaffirmé au Salon mondial du chocolat de Paris qui s'est tenu du 28 octobre dernier au 1er novembre. Jean-Jacques Kwameala. D'une production de plus de 1,7 million de tonnes de cacao en 2015, la Côte d'Ivoire est passée à environ 1,6 million de tonnes en 2016, soit une baisse de 12% de la production nationale. Cette régression ne bouleverse pas pour autant le classement mondial. La Côte d'Ivoire
maintient toujours sa place de leader mondial, talonné par son éternel voisin dauphin, le Ghana. À eux seuls, ces deux pays pèsent pour 60% de la production mondiale de cacao. C'est le résultat d'une politique mise en place par les gouvernements respectifs depuis une quarantaine d'années, on va dire. Ces deux pays ont compris très tôt la nécessité d'investir dans le développement de la cacaoculture et ce qu'ils ont fait. Et donc aujourd'hui, la suprématie de la Côte d'Ivoire en tant que numéro 1 et du Ghana en tant que numéro 2 ne sont pas du tout menacés et ne le seront pas pour les décennies à venir. Reste à relever les défis de la transformation locale du cacao. Sur la question, lors de la 22e édition du Salon mondial du chocolat de Paris, le directeur exécutif de l'Organisation internationale du cacao relève que la Côte d'Ivoire a fait des avancées ces dernières années. Un pays comme la Côte d'Ivoire, qui pendant longtemps reste d'ailleurs le premier pays producteur de cacao, est devenu aujourd'hui le premier pays transformateur de cacao. Mais cette transformation est essentiellement le fait des multinationales installées en Occident. Donc la Côte d'Ivoire, premier transformateur de cacao au monde, mais cette transformation n'est pas le fait d'une industrie locale. Je suis heureux de constater que le gouvernement ivoirien fait beaucoup d'efforts pour aider les entrepreneurs locaux à prendre une place de plus en plus importante au niveau de la transformation locale. En Côte d'Ivoire, la campagne 2016-2017 de cacao, ouverte le 1er octobre dernier, a été placée sous le signe d'une production de qualité. L'actualité internationale pour terminer, en bref et en images, à 6 jours de la présidentielle américaine, Donald Trump espère profiter jusqu'au bout de l'affaire des emails de la collaboratrice d'Hillary Clinton. La candidate et son équipe travaillent dur pour conserver des états clés qui peuvent verrouiller l'élection en sa faveur. Trump et son colistier sont revenus aux fondamentaux de leur campagne, la construction d'un mur à la frontière sud des États-Unis, l'annulation de la loi sur la couverture sociale, la dénonciation des traités commerciaux et la promesse d'un procès contre la candidate Hillary Clinton. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre confiance à notre antenne.